Vous connaissez l'effet Dunning-Kruger? En gros, il dit que quand on a peu de connaissances dans un domaine, on pense être au sommet de l'iceberg, avoir tout compris. Puis petit à petit, on se rend compte que... Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler des mystères du rap qui se trouvent dans le fond. Plus on avancera dans la vidéo, moins les mystères dont on va parler seront connus. La vidéo est probablement très longue, j'ai pas pu parler de tous les mystères d'un domaine aussi vaste que le rap, mais j'ai fait de mon mieux. Du coup, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Et moi, je vous souhaite un bon visionnage. Ce soir-là, Mike Tyson combat pour la ceinture. C'est évidemment un combat qui intéresse énormément de monde, dont le légendaire rappeur Tupac Shakur qu'on peut retrouver dans les tribunes à côté de son manager Suge Knight. Le combat sera assez court puisque Mike Tyson va foudroyer son adversaire en moins de 2 minutes. Il est alors presque 21 h lorsque Tupac et Suge décident de quitter le stade, sauf qu'en partant, ils croisent un membre du gang rival dans le hall du stade. Et évidemment, une bagarre éclate. Orlando se fait tabasser par Tupac et Suge, tout ça filmé par les caméras de l'arène, avant qu'ils soient enfin séparés par des membres de la sécurité. Environ 1h30 plus tard, l'équipe de Death Row prend la route. Ils se dirigent vers une boîte appartenant à Suge où Tupac devait jouer en showcase ce soir-là. Malheureusement, ils le savent pas encore, mais ce showcase n'aura jamais lieu. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'un paparazzi prend la dernière photo de Tupac vivant, et alors qu'ils sont arrêtés à un carrefour, une Cadillac blanche arrive du côté droit de la voiture, un des passagers baisse la vitre, sort un Glock et tire 14 coups de feu en rafale en direction du passager, avant que la voiture ne disparaisse en quelques secondes. Suge Knight est légèrement blessé à la tête, mais Tupac lui prend 4 balles, dont 2 dans la poitrine. Il décédera 6 jours plus tard à l'hôpital, le 13 septembre 1993, des suites de ses blessures. Alors tout comme vous, la première personne à laquelle j'ai pensé en écrivant cette histoire, c'est Orlando Anderson, le membre du gang rival qu'ils avaient tabassé juste avant. La police a eu la même réflexion que nous et il sera interrogé en tant que premier suspect dès le début de l'enquête. En plus de ça, des témoins auraient confié à la police qu'il était dans la Cadillac blanche au moment du drive-by, mais malheureusement il a toujours nié quelconque implication concernant cette affaire. From 1995 to date, have you ever ridden in a white Cadillac? No. Do you know anyone who owns a white Cadillac? No. Par manque de preuves, il sera vite relâché et seulement 2 ans plus tard, en 98, Orlando se fera assassiner par balle par pur hasard. Ça serait apparemment lié à un gars qu'il aurait croisé dans une station de lavage qui lui devait de l'argent. Orlando aurait voulu lui mettre une pression, mais le gars était armé, il aurait tiré et ciao, plus d'Orlando. Baby Lane, he got killed right there, you know what I'm saying? Him and the nigga from Paru, they got into a shootout right up there, you know what I'm saying? So they killed each other, you know what I mean? La deuxième théorie, ça serait une vengeance du label adverse, Bad Boy Records. Parce qu'à l'ouest, on a le label Death Row, dirigé par Dr. Dre et Suge Knight, qui sont affiliés au Bloods, dans lequel on retrouve notamment Tupac et Snoop Dogg. Mais sur la East Coast, il y a leur concurrence, avec le label Bad Boy Records, dirigé par P. Diddy, sur lequel est notamment signé Biggie. Et la rivalité entre les deux labels était extrêmement médiatisée au moment où Tupac se fait fumer, ce qui a amené les fans à penser directement que l'assassinat de Tupac était dirigé par Bad Boy Records. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row. Y'all don't love us. Y'all don't love us. Fuck Mobb Deep, fuck Biggie, fuck Bad Boy as a staff. Donc Biggie et P. Diddy seront directement interrogés après. Évidemment, ils vont totalement nier être impliqués dans cette histoire. Et cette piste sera très rapidement écartée, encore une fois, par un manque de preuves. Même si bon, vous avez tous vu les accusations qu'a pris P. Diddy dans la gueule récemment. Et en vrai, vu le personnage, on serait clairement pas choqué si demain on apprenait que c'était lui qui avait organisé le meurtre de Tupac. Et il y a aussi une troisième piste qui paraît pas super logique à première vue, c'est celle d'un assassinat orchestré par Suge Knight lui-même. Ouais, ça serait son propre manager et patron de son label qui l'aurait fait tuer. Alors on pourrait se dire que ça n'a aucun sens parce qu'à cette époque Tupac c'était la plus grosse star de Death Row, sauf qu'à ce moment-là il était sur le point de quitter Death Row pour monter son propre label, Machiavelli Records. Et Suge Knight, au vu de toutes les histoires qu'il a sur le dos, on sait qu'il est capable de fumer un mec parce qu'il veut quitter son label. Sauf que pour rappel, il était présent dans la même voiture que Tupac au moment du drive-by. Donc la question c'est de savoir s'il aurait pris le risque de mourir aussi, et c'est d'ailleurs pour cette même raison que la police creusera pas plus cette possibilité. Mais du coup, c'est qui a tué Tupac si c'est ni l'équipe du gars qu'ils ont tabassé avant, ni Biggie, son principal concurrent de l'époque, ni Suge Knight? Et bah justement, on sait pas vraiment. Et il s'agit d'un des mystères les plus connus du rap, toujours pas résolu encore aujourd'hui. Enfin, pas vraiment en réalité. Parce que si vous suivez un petit peu les actus rap, vous avez vu qu'il y a eu un petit rebondissement il y a même pas un an. En
septembre 2023, Keffe D, un ancien chef de gang des Crips, est inculpé et incarcéré. Et il est directement lié à un gars qu'on connaît déjà, Orlando, parce que c'est son oncle en fait. Dès 2018, il avait déjà relancé l'enquête en affirmant publiquement qu'il était dans la Cadillac blanche au moment du meurtre. Donc soit il aime trop le buzz, soit il est juste complètement con parce que la police va pas hésiter à utiliser ses propres propos contre lui. En plus de ça, selon la police, il aurait fourni l'arme du crime qui a servi pour tuer Tupac, même si c'est pas lui qui a directement tiré. Et il serait également le dernier survivant parmi tous les passagers de la Cadillac blanche. Donc ça y est, normalement c'est bon, on l'a notre coupable. Et bah en fait, pas vraiment. Pour l'instant, la police suspecte que c'est Orlando, le neveu de Keffe D, qui aurait tiré ce soir-là. Mais bon, bah déjà on sait pas si c'est vrai, et en plus de ça, notre seul suspect encore en vie qui va être jugé en mars 2025 a pas trop l'air décidé à balancer les blazes. C'est pour ça que malheureusement, à l'heure où je vous parle, l'assassinat de Tupac Shakur reste bien l'un des plus grands mystères du rap, ce qui contribue aussi à renforcer la légende de cet homme, encore considéré comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps. Sauf qu'après l'assassinat de Tupac, il y en a eu un autre qui a changé le monde du rap, tant par la popularité que cet artiste-là avait, que par le mystère qui entoure sa mort. En mars 97, ça fait un peu plus de 6 mois que Tupac est mort. Le monde du rap est toujours en deuil, et donc c'est Christopher Wallace qui a pris la place du rappeur le plus important des États-Unis. Le soir du 8 mars, Biggie se rend à une soirée sur Los Angeles. Il est en voyage là-bas pour faire la promotion de son deuxième album prévu pour le 25 mars, Life After Death. Vers minuit 30, il décide de quitter la soirée. Biggie et son pote rappeur Lil Keys montent d'abord dans un 4x4 vert, tandis que P. Diddy et d'autres gardes du corps décident de les suivre dans une autre voiture. Jusqu'ici, rien d'anormal. 15 minutes plus tard, alors qu'ils sont arrêtés à un feu rouge, une Chevrolet Impala s'approche du côté passager du 4x4 vert et le conducteur ouvre le feu 5 fois en direction de Biggie. À 11h15, il est transporté à l'hôpital où il est déclaré mort le 9 mars 1997. L'histoire se répète, encore et encore. Les deux mystères les plus connus du rap sont le meurtre des deux rappeurs les plus connus du rap qui se sont déroulés exactement de la même façon. Concernant la mort de Biggie, on est encore plus dans le flou que pour celle de Tupac. Là, il n'y avait pas eu de bagarre avant, la soirée s'était bien passée, et la première théorie serait celle d'une vengeance suite à la mort de Tupac. Parce que ouais, avant de mourir, le gars était complètement parano, il pensait que Biggie, P. Diddy et la East Coast lui voulaient du mal, donc on pourrait se dire que le clan Tupac a envoyé un gars pour fumer Biggie. En vrai, ça se tient. D'ailleurs, il y a un agent du FBI, Phil Carson, qui a enquêté sur ce meurtre et qui affirme que c'est Suge Knight qui l'a commandité depuis sa cellule de prison. Mais encore une fois, comme avec Tupac, on n'a aucune preuve. On est en 97, il n'y a pas de caméra dans les rues, le tireur était probablement masqué, et en vrai ça m'est jamais vraiment arrivé, mais quand tu te fais tirer dessus, je pense que ton premier réflexe c'est clairement pas d'essayer de lire la plaque ou un truc comme ça. Sauf que malgré ça, il y a quand même des noms qui sont sortis, notamment celui d'Amir Muhammad, un membre de la Nation of Islam, ou encore Wardell Faust, un des membres des Bloods. Tous les deux auraient peut-être été au volant de la Impala qui a tué Biggie sous les ordres de Suge Knight ce soir-là. Enfin bref, on sait pas vraiment qui l'a tué, et on le saura probablement jamais. Et vous trouvez pas ça bizarre quand même qu'on ait si peu d'informations ? Parce que là je vous ai dit globalement tout ce qu'on sait publiquement sur cette affaire, c'est-à-dire pas grand chose, mais quand même pour Tupac on avait un peu d'éléments. Et en tant que bons enquêteurs, toi, les fans de Biggie et moi, bah on se demande directement qu'est-ce qu'elle fout la police, putain de merde. Attention all units, we've got a gunfire reported. Et effectivement, tout n'est pas clair. Certains policiers auraient apparemment été corrompus pour aider les meurtriers. Deux officiers de la LAPD auraient été particulièrement suspects, David Mack et Rafael Perez. Des documents internes auraient révélé qu'ils auraient participé à la mise en place du meurtre avec Suge Knight et qu'ils auraient même fait exprès d'entraver l'enquête. Ils auraient notamment dissimulé des preuves dans le bureau du détective en charge de l'affaire. En plus de ça, Phil Carson, l'enquêteur du FBI dont je vous ai parlé tout à l'heure, aurait fait face à des coups de pression pour arrêter son enquête, notamment de ses supérieurs qui auraient trouvé des excuses bidons pour qu'il arrête d'enquêter. Sauf que malheureusement, c'est la police. Et trouver des preuves contre la police, c'est pas toujours facile. Donc on n'est pas sûr à 100% de tout ça, même si ça laisse quand même planer le doute. L'assassinat de Biggie restera donc l'un des mystères les plus connus du rap, toujours pas résolu encore aujourd'hui. L'album qui préparait sortira de manière posthume le 25 mars 97, 16 jours après l'assassinat. Et le nom de l'album, c'est soit la plus grosse coïncidence de l'histoire, soit une première prédiction de Biggie, puisqu'on parle de Life After Death.
Eazy est une star du gangsta rap, il a plus rien à prouver, il a déjà tout pris avec NWA en sortant le premier projet de rap à se classer top 1 du Billboard 200, sa popularité est à son prime, les gens le kiffent, bref Eazy c'est un des rappeurs les plus importants en 95 aux côtés de Tupac et Biggie qui commencent petit à petit à prendre la relève. Mais pour en revenir à Eazy qui était à son prime en 95, vous le savez probablement mais c'est aussi l'année de sa mort. Et justement il y a beaucoup de mystères à propos des causes de son décès. Rap singer Eazy-E has lost his battle with AIDS just 10 days after revealing that he had the disease. On est le 16 mars 1995. Après Eazy et sa femme du moment, c'est au tour du monde entier d'apprendre que le rappeur est atteint du VIH, le virus responsable du sida. Et on apprend aussi que la maladie est déjà à un stade très avancé. 10 jours après l'annonce publique de son diagnostic, il décédera à l'âge de 31 ans. Mais le plus bizarre, c'est surtout qu'on n'a jamais vraiment su comment il a eu cette maladie. C'est pour ça qu'il y a énormément de théories du complot qui ont émergé à propos de sa mort. Alors déjà, faut savoir qu'effectivement, Eazy aimait beaucoup les femmes. La preuve en est même qu'il a eu 11 enfants de 7 mères différentes, donc ouais, c'est complètement possible qu'il ait chopé le VIH en ayant une relation sexuelle avec quelqu'un qui l'avait. Mais il y a une autre théorie bien plus sombre en laquelle la plupart des fans d'Eazy y croient encore aujourd'hui. Et cette théorie, elle est liée à Suge Knight, encore lui, le cofondateur du légendaire label Death Row. Et ouais, si vous avez vu ma vidéo sur Eazy, vous savez qu'il a eu pas mal d'embrouilles avec le groupe qui l'a fait connaître, NWA, composé notamment d'Ice Cube et Dr. Dre, avec qui Eazy était en clash jusqu'à la fin de sa carrière. Et Suge Knight, à l'époque d'NWA, il était très proche de Dr. Dre. Donc il y a des fans qui pensent que c'est Suge Knight qui aurait injecté le virus à Eazy. Ouais, c'est pas une blague, et le pire, c'est qu'il est un petit peu suspect quand même. Déjà parce qu'on sait que ce gars est totalement capable d'être responsable de ce genre de choses. Pour rappel, aujourd'hui, il a 59 ans et il est actuellement en prison parce qu'il a roulé avec son pick-up sur 2 personnes. Rien que ça. Mais Suge, dans cette affaire, il est surtout suspect pour une interview qu'il donne en 2003. Dans laquelle il dit dans le plus grand des calmes que maintenant on n'a plus besoin de se faire chier à tuer quelqu'un par balle, puisqu'on peut juste prendre du sang de quelqu'un qui a le sida, l'injecter sur la personne qu'on veut tuer, pour qu'elle meure tranquillement. They get blood from somebody with AIDS, and then they shoot you with it. Oh, so well, that that's seems no bad. that's Yeah. a slow death. Yeah. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là on est 8 ans après la mort d'Eazy, et cette info elle passe pas inaperçue auprès des fans qui ont trouvé leur responsable de la mort de leur artiste préféré. Mais comme vous vous en doutez, encore une fois, il n'y a aucune preuve que c'est Suge Knight qui l'a tué. La cause officielle de sa mort, c'est une contraction du sida dans un rapport sexuel et on n'a pas beaucoup plus d'informations. Et c'est aussi ça qui contribue à rendre sa mort très mystérieuse. On dirait un peu que l'hôpital et la police ont vite voulu expédier ça sous le tapis, ça y est, on n'en parle plus et il est mort de ça et voilà. Alors qu'on est quand même sur un cas où le patient est mort 10 jours après avoir été diagnostiqué, ce qui est pas vraiment habituel. Quoi qu'il en soit, c'est une légende du gangsta rap qui s'éteint en mars 1995 et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'histoire complètement folle de ce mec, je vous invite à aller voir ma vidéo qui retrace toute son histoire. Mac Miller. Au-delà d'être un artiste de fou qui sauve le quotidien de millions de personnes encore aujourd'hui, c'est un passionné de musique. Et ça on le sait depuis le début. Mac Miller au lycée c'était le genre de mec beau gosse, drôle, qui fait des freestyles dans le bus et qui arrive à ne pas être gênant en plus, ce qui n'était pas mon cas. On the bus sitting here in a toga. I ain't God, but you can call me Hova. In the Range Rover, never sober. I don't even know, cause you know I am a flower. Il se fera assez vite une place dans la musique, notamment grâce à sa mixtape Blue Side Park sortie en 2011. Je vais pas vous refaire tout le parcours du gars, vous le connaissez probablement. En 2018 sortira l'un des meilleurs albums de la décennie. Le gars est trop fort. Who are you, Mac Miller? Enfin bon, tout ça c'est ce qu'on veut retenir de Mac Miller. Parce que la réalité sur la situation de Mac Miller, elle est beaucoup plus sombre que ça. Dès 2012, c'est déjà une star de fou aux États-Unis. Il subit littéralement une explosion et c'est pas toujours facile de gérer une popularité aussi énorme. Parce qu'avec le succès vient aussi des critiques et du harcèlement. Et ça, Mac Miller, il le vit vraiment pas bien. How does it feel to be a white rapper? Donc il commence à se droguer, tranquille comme ça pour gérer le stress. On parle de quelques joints au début, hein, rien de plus. Sauf qu'en 2013, il y a une drogue qui commence à se démocratiser de fou, surtout dans le milieu musical, la lean. Un mélange de sirop contre la toux, contre de la codéine et du Sprite. Je vais pas vous faire la recette, vous la connaissez avec les gazos, etc. Bref. Et évidemment, Mac Miller, il va complètement tomber accro à cette boisson. Pendant des années, il va se battre pour arrêter, mais vous savez tous comment fonctionne une addiction. Il y a des passes où t'arrives un peu à sortir la tête de l'eau, mais tu peux très vite retomber.
Et malheureusement, en 2018, il va vraiment sombrer. Cette année-là, ça fait 1 an qu'il est en couple avec Ariana Grande, il file le parfait amour, mais malheureusement, c'est assez compliqué d'entretenir une relation saine quand t'es une star, et ça l'est encore plus quand l'autre personne est une star aussi. Donc ils vont se séparer, et à partir de là, Mac Miller, il va tomber en sévère dépression. Et vous vous en doutez, mais la tristesse, ça va le faire passer à un level au-dessus en termes de drogue. I had a drug problem, and I think it was more my state of mind. I was just pretty depressed. Even while successful? Yeah, I think it started. With success? Yeah. You know, it's funny because you talk to people and they say, you know, what do you have to be depressed about? You have money and da 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 da. Il s'isole dans son studio, il fait que du son toute la journée, il est défoncé 24 heures sur 24, pas seulement à la ligne, il prend aussi de l'alcool, de la cocaïne, bref, les combos sont atomiques. Et malheureusement, quand je vais aussi loin, ça pardonne pas. À l'âge de seulement 26 ans, Mac Miller décède tragiquement. C'est un choc pour le monde de la musique qui perd un jeune passionné, ambitieux, talentueux, qui savait retranscrire ses émotions dans sa musique comme personne le faisait. Il est retrouvé mort chez lui à Los Angeles le 7 septembre 2018 d'une overdose de cocaïne, d'alcool et de fentanyl. Sauf que Mac Miller n'a jamais pris de fentanyl de toute sa vie. Alors oui, il prenait des drogues dures, genre vraiment dures, on parle de codéine, de cocaïne quand même, c'est pas rien. Mais il ne prenait jamais de fentanyl. C'est ça qui va mettre la puce à l'oreille de la police et c'est exactement là que réside le mystère autour de sa mort. Quelques jours avant son décès, Mac Miller appelle un certain Stephen Walter, son dealer. Sauf que cette fois, il commande un nouveau produit, des pilules contenant de l'oxycodone. Mac Miller veut tester ça, c'est un opioïde antidouleur qui serait apparemment la nouvelle frappe du quartier. Quelques jours plus tard, il reçoit ses 10 pilules de la main d'un certain Cameron James et ensuite il est retrouvé mort chez lui d'une overdose. 3 jours après son décès, l'autopsie révèle que Mac Miller est mort d'une overdose accidentelle. Il aurait fait un combo de cocaïne, d'alcool et de pilules contenant du fentanyl qui s'est avéré être fatal. Vous commencez à comprendre ce qui s'est vraiment passé dans cette affaire. On a très certainement tenté d'assassiner Mac Miller en coupant les pilules qu'il avait pris avec du fentanyl. Alors évidemment, la police va enquêter pour savoir qui est vraiment à l'origine de tout ça. Ils vont remonter toute la chronologie des faits. Quand Mac Miller achète les pilules à James, il les a lui-même reçues de Ryan Revis, qui les a lui-même reçues de Stephen Walter, le gars qu'il avait contacté au début. Ces 3 gars sont à l'origine de la mort de Mac Miller. Et pour une fois dans cet iceberg, on a toutes les preuves pour les inculper, genre vraiment ils sont finito. On est en 2018 là, plus en 1988. Les conversations par message, tu peux pas les nier. Stephen Walter est condamné à 17 ans de prison, Ryan Revis à 11 ans, et James, lui, il est toujours en cours de jugement, pourtant ça fait déjà plus de 7 ans qu'on a toutes les preuves pour le condamner, mais la justice, c'est long. Sauf que lui, il risque 20 ans de prison. Ça rigole pas de ouf. Et même si selon la mère de Mac Miller, il aurait jamais consommé une quantité qui pouvait l'amener jusqu'à la mort, ça met en lumière encore une fois que les drogues dures, ça pardonne pas. Ici, elles nous auront coûté une légende du rap US que personne ne pourra oublier. Vous connaissez forcément Rick Ross, aka Ricky Rosé. Je le sais parce que moi aussi je suis un de ces enfants des années 2000 qui regardait ses clips sur la 17 le dimanche et qui maudissait mes parents de m'avoir fait naître en France. Pourquoi vous m'avez fait naître ici? Moi je suis en carré. Et en vrai, dites-moi si je me trompe, hein, mais Rick Ross, j'ai un peu l'impression que c'est un gars qu'on connaît de loin. On voit qui c'est, on connaît ses sons, mais on sait pas vraiment qui il est. Et donc pour détendre un peu l'atmosphère après avoir parlé de meurtre pendant toute la vidéo, je vais vous parler d'une affaire assez mystérieuse, mais un peu drôle quand même, à propos de Rick Ross, la mise en scène de sa propre fusillade. On est le 28 janvier 2013 et c'est l'anniversaire de Rick Ross. Il fête ses 37 ans dans une discothèque à Miami. Donc la soirée se passe bien, on sait pas précisément ce qui se passe dans cette discothèque et en vrai on s'en branle un peu. Et sous les coups de 5h du mat, la discothèque ferme, donc il décide de rentrer chez lui. Jusqu'ici, c'est tranquille. Mais alors qu'il est au volant de sa Rolls-Royce avec sa femme à côté, une voiture s'approche et commence à tirer à l'AK-47 sur la voiture de Rick Ross. Pour esquiver les balles, Rick Ross commence à accélérer un peu, il roule en zigzag, sauf que pour rappel, il sort de discothèque, donc la conduite elle est pas fameuse, et comme il est rabat, il finit par perdre le contrôle du véhicule et la voiture s'écrase en plein dans cet immeuble résidentiel.
Heureusement, la voiture qui les suivait a arrêté de les poursuivre et plus de peur que de mal, Rick Ross et sa femme vont bien. Sauf que cette histoire, elle semble un peu bizarre quand même. Le fait qu'ils soient fait tirer dessus en sortant de boîte, c'est tout à fait possible aux États-Unis. Par contre, le fait qu'ils aient réussi à esquiver absolument toutes les balles et surtout que les tireurs aient pris la fuite après qu'ils se soient crashés, ça semble quand même un peu surréaliste. Donc la police va directement ouvrir une enquête, sauf qu'elle sera rapidement classée sans suite. La police dit qu'apparemment les caméras de surveillance ne permettaient pas d'identifier les suspects qui auraient rapidement pris la fuite. Et il y en a un qui va pas laisser passer ça, c'est 50 Cent qui va directement accuser Rick Ross d'avoir mis tout ça en scène pour le buzz. En plus de ça, on n'aurait apparemment trouvé aucun impact de balle sur la voiture de Rick Ross, ce qui alimente encore plus cette théorie. Du coup, on sait pas. Rick Ross a jamais admis publiquement que c'était une mise en scène. La police a rapidement classé l'affaire sans suite et on saura probablement jamais ce qui s'est passé ce soir-là à Miami. Et c'est la première fois dans l'iceberg qu'on va parler de 50 Cent. Le GOAT du divertissement. En France on a Booba, aux US ils ont 50 Cent, ce genre d'artistes qui ont pour unique objectif d'être le meilleur rappeur de leur pays. Et donc qui terminent un peu tout le monde et qui sont en bif avec énormément d'artistes. Et ça, 50 Cent, ça lui a valu quelques problèmes dans sa carrière, notamment le jour où il a failli se faire tuer. On est en 2000 à New York, la PlayStation 2 vient de sortir et 50 Cent est déjà un artiste un peu connu dans le milieu du rap underground. Et un beau jour, alors qu'il montait dans la voiture de son pote après une visite chez sa grand-mère, voici ce qui s'est passé. Cent se fait tirer 9 fois dessus par un gars caché qui l'attendait derrière une voiture. Il sera directement transporté à l'hôpital, il y restera pendant 13 jours et après plusieurs opérations et une période de rééducation pour réapprendre à marcher, ça peut paraître un peu fou, mais il a survécu. Donc maintenant qu'on sait qu'il a survécu, la question qu'on se pose c'est pourquoi? Qui était ce gars? Qu'est-ce qu'il voulait? Et justement, c'est là où cette affaire devient un mystère assez connu dans le monde du rap. Et on peut déjà mettre de côté l'idée d'un coup monté. Parce que ouais, ça peut paraître un peu suspect qu'après avoir pris 9 balles dans le corps, il soit encore en vie. Sauf que cet incident, il est vraiment arrivé. Pour le coup, 50 Cent a toujours dit plein de conneries toute sa carrière, mais il a dit la vérité concernant cette affaire. Mais ce qui va paraître assez bizarre et commencer à éveiller le mystère, c'est que l'enquête de police n'a servi à rien. Très peu de témoins, les seuls témoins qu'on avait refusé de dire quoi que ce soit à la police. On n'a jamais trouvé de preuves et par-dessus tout, 50 Cent a toujours refusé de coopérer avec la police et préféré se faire justice lui-même. L'enquête finit donc par être classée sans suite et aucun suspect n'a été inculpé par la police. En revanche, 50 Cent, lui, il va pas classer ça sans suite. Et encore une fois, on a des théories. La plus folle d'entre elles, c'est celle de Daryl Baum, aussi connu sous le surnom de Homo, le garde du corps de Mike Tyson. Ouais, on pensait pas trop avoir à sortir un nom pareil dans ce contexte-là, mais c'est 50 Cent lui-même qui le dit et il est probablement mieux renseigné que nous. En vrai, on a de grandes raisons de le croire. Déjà parce qu'effectivement, 50 Cent s'est fait tirer dessus le 24 mai 2000 et comme le dit 50, 3 semaines plus tard, le 10 juin 2000, Homo s'est effectivement fait tirer dessus à son tour. Mais bon, encore ça prouve rien. Sauf que Homo, c'est pas juste le garde du corps de Mike Tyson. Il était membre d'un gang de Brooklyn et il était très proche d'un certain Kenneth McGriff. Ça serait apparemment ce gars qui lui aurait dit de fumer 50 Cent, dans le respect. Encore aujourd'hui, on sait pas si Homo était réellement le tireur, en tout cas il a jamais été inculpé dans cette affaire. McGriff lui a été condamné à la prison à vie, mais aucun rapport avec cette affaire. Ok, à partir de maintenant, on va commencer à rentrer dans la deuxième couche de l'iceberg. Les mystères un peu moins connus dans le monde du rap, donc si vous les connaissez tous, on peut dire que vous avez une plutôt bonne culture. Restez bien jusqu'à la fin, on y va crescendo, les premiers mystères c'était les plus connus et les derniers mystères, c'est des histoires qu'à peine 0,1% d'entre vous connaissent. Et je sais pas vous, mais il y a un truc qui me fait un peu chier depuis tout à l'heure, c'est qu'on parle beaucoup de mystères du rap américain, alors qu'il y a aussi des choses mystérieuses qui ont eu lieu chez nous. La mélodie que vous entendez depuis tout à l'heure cache en réalité un petit mystère du rap français. Bon, je suis en train de monter la vidéo et en fait je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de mystère. Mais bon, c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux, on va quand même en parler.
Voilà, vous allez faire quoi? Vous allez rien faire. Tu veux qu'on casse la tête? Tu veux que je te fasse voir mon gars? Un morceau qui aurait pu révolutionner la carrière de PNL, mais qui n'est jamais sorti. Je parle bien évidemment de Chicky Chicky. On est en mai 2016 et PNL prépare leur 3e album, Dans la légende. Celui-là. Et juste après l'énorme succès de Da, il nous envoie Chicky Chicky, avec des sonorités asiatiques, une prod comme on n'en a jamais vu à cette époque-là, clippé au Japon, un poulet de fou qui aurait dû être le 2e single de l'album, mais qui sera malheureusement une des seules déceptions de la carrière de PNL, et pour comprendre pourquoi, il faut remonter là où ça a commencé, en 2015. L'année où le beatmaker iKON compose cette prod, à la base destinée à Booba, sauf que personne ne veut de sa prod. C'est quoi cet instru de fumier? Sauf PNL, qui décide de collaborer avec iKON pour faire un morceau dessus. Et comme la première version de la prod contenait un sample, ils vont tout retravailler en studio avec leurs propres instruments pour pas avoir de problème de droit d'auteur. Et ça, t'as complètement le droit de le faire. Sauf que le compositeur d'origine, Ryuichi Sakamoto, ne veut pas qu'on utilise son œuvre. Genre vraiment pas. Et c'est pour ça qu'un mois après la sortie du clip, en 2016, Chicky Chicky disparaît à jamais de la chaîne YouTube des deux frères. C'est comme ça. Bref, c'est pour ça que je tenais à informer ceux qui ne connaissaient pas cette mascarade, parce que j'ai vécu la sortie de l'album et que quand il n'y avait pas de Chicky Chicky, j'étais dégoûté. Voilà. Allez, sujet suivant. Vous le savez probablement, mais dans le monde de la musique, il y a souvent beaucoup de rumeurs. Tel artiste a fait un feat avec lui, eux ils s'aiment pas parce qu'ils sont pas du même quartier, etc. etc. C'est pas de ça dont on va parler maintenant, mais plutôt des rumeurs de pacte avec le diable. Et il y a un artiste en particulier qui est beaucoup associé avec ça, c'est Playboi Carti. Je vous le dis direct, je casse le délire, on n'a pas de preuves concrètes qu'il a pacté avec le diable. Vous vous doutez bien que c'est pas un truc qu'on peut prouver. En vrai, ça paraît assez logique, c'est pour ça qu'il est dans l'iceberg. Mais par contre, Playboi Carti, il fait quand même des choses assez bizarres. Déjà le fait que depuis le début de sa carrière, il utilise quasiment que des ambiances rouges et sombres dans ses clips. Il porte des outfits assez atypiques, voire très atypiques. En fait, je sais pas trop pourquoi, c'est sûrement le truc qu'il a sur la tête, mais cette photo, elle me met mal à l'aise. Ce pacte avec le diable est tellement rentré dans la tête des gens que certains pensent qu'il est pas vraiment satanique, il fait juste ça pour avoir une DA. Genre là, où il fait exprès de se mettre des cornes. Il nous regarde bizarrement. Ou encore là. Il a pas mal d'outfits assez creepy quoi. Mais le pire c'est clairement ses concerts. Où là vraiment tu sens que le gars se lâche, comme là, il y a marqué 666 sur le pare-brise de cette voiture. Il met aussi souvent des croix retournées sur scène. Il ramène des tanks. Il fait des entrées très bizarres où il crie. On dirait que le gars est fou. Ou peut-être juste possédé. Il y a même une fille qui était à un concert de Carti et qui s'est juste barrée tellement le délire satanique était poussé. It was just these crazy screams and like something in my soul, like I immediately dipped. There are people like praying to him in the crowd, chanting his name. People were like bleeding. Jesus Christ. It was crazy, it was crazy. Bon après on peut aussi se demander ce qu'elle foutait à un concert de Carti si elle est religieuse. Tu vas à un concert, tu connais un minimum l'artiste je pense, tu t'attends un petit peu à ce qui va se passer. Mais bref. Est-ce qu'il est satanique, possédé et il fait des rituels occultes sur scène ou est-ce que c'est juste une DA? On sait pas. On le saura peut-être jamais. En tout cas ça reste quand même bien chelou et mystérieux. C'est agréable hein, cette voix là derrière. Je vais pas vous parler de XXXTentacion et du mystère qui entoure sa mort. J'aurais pu, mais les coupables ont tous été identifiés, ils étaient 4 et en 2023 ils ont tous pris la prison à vie, sauf un qui a fait une 6ix9ine et qui a pris seulement 7 ans. Non, je vais plutôt vous parler de la voix qui a accompagné XXXTentacion sur pas mal de ses plus gros sons, la voix d'une icône de la musique qui a mystérieusement disparu, celle de Chilo Dynasty. On est en 2014 et comme beaucoup de gens à l'époque, Chilo est sur Vine.
Et Chylo, elle adore faire de la musique, donc décision logique, elle décide un jour de poster sa première vidéo dans laquelle on la voit chanter accompagnée d'une guitare. Rien de plus normal. Sauf qu'elle s'y attendait pas forcément, mais la magie des réseaux sociaux fait que très rapidement, Chylo passe d'une inconnue qui chante toute seule dans sa chambre à une inconnue qui chante toute seule dans sa chambre écoutée par des millions de personnes. Elle a posté en tout 13 vidéos en 5 mois sur Vine de décembre 2014 à avril 2015. Date à laquelle elle décide de passer sur Instagram, ce qui ne l'empêchera pas de continuer à poster quelques vidéos amassant toujours plus de millions de vues. Chaque vidéo perce en moyenne pour même pas 10 à 15 secondes de musique. Elle est souvent dans le noir avec comme seule lumière ce qui est probablement l'écran de son ordinateur. Des fois on voit une moitié de son visage, d'autres fois un ventilateur, mais quasiment jamais Chylo n'a dévoilé son visage en entier pendant qu'elle chantait. C'est un peu comme si elle fuyait la lumière. Comme si ce qui l'intéressait c'était juste faire de la musique et pas tout le reste. Dans un monde où souvent ce qui intéresse les gens c'est tout le reste et un peu moins la musique. Et à un moment, ce tout le reste justement, elle en a ras-le-bol. En juin 2016, on ne le savait pas encore, mais elle a posté sa dernière vidéo dans laquelle elle reprend One Dance de Drake. Et seulement 3 mois plus tard, elle a posté ce selfie devant un miroir, qui sera son dernier post sur internet. Parce que depuis ça, on n'a plus aucune nouvelle d'elle. Plus rien. C'est tout ce qu'elle a donné au monde de la musique sur Vine, Instagram et Twitter. Mais ça a suffi pour faire d'elle une icône d'un style que vous connaissez probablement, le lo-fi. Elle a aussi été reprise par XXXTentacion, sur des sons que vous avez entendus tout à l'heure qui dépassent aujourd'hui les 4 milliards de streams cumulés. On ne sait pas pourquoi elle a disparu. Certains disent qu'elle s'est suicidée, d'autres disent qu'elle a juste disparu parce qu'elle voulait pas la célébrité. On ne saura jamais. Bon là, c'est le moment de rentrer dans la 3e couche de l'iceberg, les mystères très énigmatiques et nichés. Pour la 2e couche, t'en connaissais peut-être 2 ou 3, mais là, si t'en connais au moins un, t'as déjà une très bonne culture rap. Est-ce que vous connaissez Lil B, vous? Je préfère demander parce que le gars est pas trop connu, pourtant il a joué un rôle de fou sur la scène hip-hop. Il a influencé énormément d'artistes en ramenant des nouvelles sonorités, genre le cloud rap. C'est un des premiers gars à populariser le fait de créer de la musique avec ce qu'on a, donc les home studios en quelque sorte. Mais c'est aussi un gars qui a compris que pour être mainstream, il faut beaucoup produire. En 2012 par exemple, il a sorti 16 mixtapes, donc Jul n'a qu'à bien se tenir déjà pour commencer. Ah ouais, 16 mixtapes en un an, c'est une belle performance. Mon record c'était 14 et demi. J'ai pas réussi à finir la 15e. Mais Lil B c'est aussi un gars qui a très vite compris que les réseaux sociaux c'est hyper important dans la carrière d'un artiste. Et je vais probablement choquer certains, mais l'expression let him cook, ça vient de lui à 100%. To cook is, you know what I mean, it takes time, you know what I mean, you gotta know what you're doing and you gotta be comfortable, so don't trip, you know what I mean, I'm gonna give y'all the guide to learn how to cook right here. Et si je vous parle de lui, pour une fois aux US, c'est pas pour une affaire de meurtre, mais pour une affaire pas moins mystérieuse et assez drôle. On est en 2011 et le basketteur Kevin Durant est une star mondiale de la NBA. Le gars est à son prime, tout le monde le connaît, même les gens qui ne regardent pas de basket, on sait déjà que ça va être une légende de son sport. Et ce gars là, en janvier 2011, décide de tweeter. J'ai essayé d'écouter Lil B, mais mentalement j'ai pas pu. Je peux pas croire que ce gars soit écouté. Donc pour remettre dans le contexte, ça fait pas très longtemps que Twitter existe. Et Lil B c'est un artiste rap underground pas très connu, mais très présent sur Twitter et sur internet en général. En gros aujourd'hui c'est un peu comme si Mbappé tweetait que la musique de Jola Green 23 c'était pas ouf. Et là Kevin Durant le sait probablement pas encore, mais ce tweet c'était une des plus grosses erreurs de toute sa carrière. Ouais, vanner un gars drôle qui a une fanbase de fou sur internet quand t'es pas un gars d'internet, c'est jamais une bonne idée. Évidemment, Lil B il le prend mal. Et comme il sait que pour gagner un clash sur internet il faut divertir, il va proposer un 1v1 basket à Kevin Durant. Sauf que Durant va complètement s'en battre les couilles et il va pas répondre. Du coup, Lil B il le prend encore plus mal. Et 4 mois plus tard, le 25 mai 2011, juste avant un match important de Kevin Durant, il sort son arme secrète, la malédiction.
Et il tweet: Kevin Durant ne gagnera jamais le titre après avoir dit que Lil B est un rappeur nul. Hashtag la malédiction du dieu Beast sur Durant. Bref, encore une fois, Kevin Durant va juste pas répondre et ignorer. Il va juste se concentrer sur le match qu'il a ce soir-là, parce que ouais, il joue toujours dans l'équipe d'OKC et cette année-là, ils sont à un match de se qualifier pour la finale. S'ils perdent ce soir, c'est mort, mais s'ils gagnent, il y a peut-être encore un espoir pour le premier titre de la carrière de Kevin Durant. Sauf que le plus fou, c'est que ce soir-là, l'équipe d'OKC perd. La malédiction de Lil B semble vraiment marcher, il ne gagnera pas le titre, en tout cas pas cette saison-là. Un an plus tard, en 2012, OKC arrive à se qualifier pour la vraie finale de la NBA cette fois-ci. Il joue contre les Miami Heat de LeBron James. Il y a un vrai enjeu, on rappelle que Kevin Durant n'a encore jamais gagné une seule fois le titre de la NBA, sauf que cette fois-ci, encore une fois, OKC perd. Toujours pas de titre pour Kevin Durant. L'année d'après, en 2013, OKC ne se qualifie pas pour la finale. En 2014, il se qualifie pas non plus. Et en plus de ça, Kevin Durant se fracture le pied droit, donc il manquera une partie de la saison d'après. Et en parallèle, Lil B ne lâche toujours pas le pressing, puisque la même année, il enverra un diss track complet envers Kevin Durant. L'année d'après, en 2015, l'équipe d'OKC ne parvient toujours pas à se qualifier pour la finale de la NBA. Et là, on pourrait juste se dire que Kevin Durant et son équipe sont flingués. Pourtant, le gars est une légende du basket, il est trop fort. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, donc on commence vraiment à se demander si le sort jeté par Lil B ne jouerait pas un rôle là-dedans. Ça fait déjà 5 ans que Lil B lui a acheté un sort sur Twitter, et 5 ans que Kevin Durant ne remporte pas le titre. En plus de ça, vous imaginez bien la pression médiatique. À chaque fois qu'il perd, la malédiction prend encore plus de crédit. Sur Twitter, les fans de Lil B font que de vanner Kevin Durant. En vrai, c'est une histoire de fou. Mais elle va prendre un tournant en 2016, l'année où Kevin Durant décide de quitter OKC pour rejoindre les Warriors. Et il est bien décidé à enfin remporter un titre avec cette équipe. C'est un peu l'équivalent de Kylian Mbappé qui, après 7 saisons au PSG, décide de partir au Real pour espérer gagner une Ligue des Champions. Oui, bravo Paris Saint-Germain. Bonjour, oui, Valentin pour Kaka Football France. Est-ce que vous êtes déçu d'être parti, Kylian? Déçu d'être parti? Non, je te ne dirais pas que je suis déçu d'être parti. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que Lil B, c'est un gars de San Francisco, et donc c'est un fan des Warriors. Du coup, il va tweeter: le dieu Base veut parler, alors que la vie suit son cours et que les superstars prennent des décisions qui changent des vies. Bienvenue chez toi, Kevin Durant. La malédiction est levée. Mais seulement un an après, en 2017, Kevin Durant et les Warriors se qualifient pour la finale de l'NBA. Et ils remportent le titre très largement, notamment grâce à une performance de zinzin de Kevin Durant, qui sera d'ailleurs nommé MVP des finales. Voilà, fallait que j'en parle, ça reste une histoire de dingue. En plus de ça, Kevin Durant a regagné le titre avec les Warriors l'année d'après. Donc on sait pas si Lil B a vraiment des super pouvoirs, mais en tout cas, c'est une légende d'internet et de la culture du hip-hop. Et il y a autre chose qui a marqué la culture du hip-hop, c'est le mouvement Killuminati. Ça fait des années que dans le rap on entend partout ce mot, et en vérité il vient de chez Tupac, ouais, encore lui. Il a simplement rajouté un K devant le mot pour que ça prenne un sens critique, en montrant qu'il était contre la théorie Illuminati. Théorie du complot selon laquelle il existerait un groupe secret qui contrôle le monde en cachette. Tupac pensait qu'il fallait mieux se concentrer sur les vrais problèmes de la société plutôt que sur des théories du complot, et il a défendu ce message toute sa carrière. Et vous vous doutez bien que si je vous en parle, c'est que l'histoire ne s'arrête pas à quelques punchlines par-ci par-là, puisque Tupac a fait un album entier autour de ce mouvement Killuminati. Juste avant de mourir, en août 96, il enregistre un album en seulement 7 jours, The Don Killuminati, The 7 Days Theory. Et si vous le connaissez pas, c'est parce qu'il est sorti 2 mois après la mort de Tupac et sous un autre pseudo, Machiavelli. Et ça va susciter énormément de réactions de la part des fans. Beaucoup vont refuser de croire que Tupac est réellement mort à cause de cet album. Il aurait simulé sa mort en s'inspirant de Nicolas Machiavel, un poète italien, qui a un jour écrit un livre qui s'appelle L'Art de la guerre, et dans lequel il y a un passage où il dit qu'un général de guerre peut disparaître temporairement pour mieux revenir. Et donc le lien avec Machiavel serait dans le pseudo que Tupac a utilisé, vous l'aurez compris, Machiavel, Machiavelli. Compliqué à trouver celui-là. Mais ouais, la théorie va très loin. Tellement loin que du coup, à la manière de ce qu'a dit Machiavel, Tupac ressusciterait le 7 juillet 2007. Alors maintenant, ça fait des années que c'est passé, et on le saurait si Tupac avait ressuscité, donc ça c'est plus tellement un mystère. Par contre, il y a toujours beaucoup d'éléments mystérieux autour de cet album, notamment le mystère des 7. Le drive-by de Tupac a eu lieu le 7 septembre, il a succombé à ses blessures le 13 septembre, exactement 7 jours après, donc ça pourrait exactement correspondre à la théorie des 7 jours dans le titre de l'album. Avec une cover sur laquelle, comme par hasard, on voit Tupac mort attaché à une croix comme le Christ. Et pour moi, ça c'est vraiment ouf en vrai. Genre le fait qu'il se fasse tirer dessus le 7 septembre, qu'il meure exactement 7 jours après, et que 2 mois après sa mort, il sorte un album La théorie des 7 jours, avec une cover sur laquelle on le voit mort.
On a quand même du mal à croire que c'est un hasard. Donc est-ce que c'est un concours de circonstances ou est-ce que Tupac a vraiment prédit sa mort sur The Don Machiavelli? On le saura probablement jamais. Mais ce qu'on sait, c'est que du coup, avec le mouvement Illuminati, les gens se sont mis à interpréter le message comme une sorte de théorie du complot à propos de la mort de Tupac, alors qu'à la base, ils voulaient juste dénoncer la théorie du complot des Illuminati. Qui est Mr Fantastic? Bon, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, ok, je comprends. Mais Mr Fantastic, c'est un rappeur qu'on ne connaît pas. Il a apparu 2 fois sur 2 différents projets de MF Doom, sauf qu'on ne sait pas qui est ce rappeur. On n'a vraiment aucune information, aucune photo, ni interview, ni biographie, rien. La seule chose qu'on sait, c'est une phrase que MF Doom dira lui-même, Mr Fantastic n'existe plus. Pourtant, il est vraiment bon, il a une bonne perf sur les 2 sons. Mr. Fantastic put the busy in the beat. Rock from the bottom straight to the tizzy. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Sur Spotify, si vous cliquez sur Mr Fantastic, vous trouverez bien un artiste, mais c'est un gars qui a l'air de faire du reggae et qui n'a pas du tout la même voix. Donc rien à voir. Et vous commencez à comprendre, mais comme d'habitude dans ce genre de mystère, les fans ont fait des théories. Ça pourrait être un ami du quartier d'MF Doom, ce qui paraît assez logique, surtout que dans l'un des 2 sons, il fait des allusions à New York et que MF Doom est un rappeur new-yorkais. Ou tout simplement la théorie la plus intéressante et la plus probable selon moi, Mr Fantastic serait juste MF Doom lui-même, mais avec une voix modifiée. Et on n'a pas encore parlé de lui dans cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, on va le faire dans la dernière couche de l'iceberg. Parce que ce mec, c'est juste le rappeur qui a créé le plus de mystère dans le rap. Mais du coup, pour Mr Fantastic, bah on sait toujours pas c'est qui, et on le saura probablement jamais. Bah si, du coup. J'ai pris 1 an à écrire la vidéo. Il peut se passer beaucoup de choses en 1 an. 1 an, c'est long. Pour vous expliquer un peu la situation, en gros, en 2022, il y a un compte Insta qui apparaît comme ça qui s'appelle Mr Fantastic-MF. Donc les gens, ils commencent un peu à spéculer, mais on n'est pas sûr que c'est vraiment Mr Fantastic. Ça peut juste être un mec, un random. Et 2 jours après, sur Twitter, il y a un mec qui poste une photo avec marqué comme ça, tiens, content d'avoir revu mon vieil ami Mr Fantastic. C'est la première image qu'on a de Mr Fantastic depuis des années, depuis plus de 20 ans, c'est la première image qu'on a de lui. Elle sort en 2022, 18 ans après le dernier son qu'il avait fait avec MF Doom. Et en août 2024, au moment où j'écris la vidéo, il y a un proche de MF Doom qui annonce un album, et sur la 12e track, Mr Fantastic est là. Ça fait plus de 20 ans qu'on l'a pas entendu rapper, la dernière fois c'était en 2004, donc ça y est, on sait c'est qui en fait. Il a fait son retour, c'était inattendu, mais du coup, ça a un peu niqué tous mes plans quoi. Et maintenant qu'on a parlé un peu de Tupac, il faut que je vous parle d'un autre petit mystère à propos de lui, qui au fil des années est devenu un grand mystère en fait, c'est la théorie d'une collaboration avec Eminem. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Eminem aurait enregistré un couplet pour un morceau de Tupac de son vivant, mais qu'il aurait été retiré du projet avant sa sortie officielle. En plus du fait qu'Eminem a toujours été un énorme fan de Tupac et lui a souvent rendu hommage en public, ça paraît complètement possible. Mais ça reste quand même peu probable. Pour une raison simple, c'est que Tupac est mort en 1996, environ 3 ans avant que la carrière d'Eminem ne décolle, donc il y a relativement peu de chances qu'ils aient collaboré de son vivant. Sauf qu'on peut quand même dire qu'ils ont collaboré, puisqu'en 2004, il va écrire une lettre à Afeni Shakur, la mère de Tupac, pour lui demander s'il peut produire un de ses futurs albums posthumes. Madame Shakur acceptera, faut dire qu'à l'époque Eminem c'était déjà une superstar en vrai, et c'est comme ça qu'il a produit l'album posthume de Tupac, Loyal to the Game. Et il a pas eu un petit rôle, c'est ça le pire. Il a ramené pas mal de feats, dont 50 Cent, Obi Trice ou encore G-Unit. Il est même allé jusqu'à modifier la vitesse des voix de Tupac pour le faire poser sur des prods qui sonnaient plus actuels en 2004. D'ailleurs, il y a un son sur lequel on entend vraiment beaucoup ça. Eminem a un peu modernisé le tout, on n'aime pas, chacun son avis, mais en tout cas, le mystère comme quoi Eminem et Tupac auraient fait un feat avant 96 est toujours d'actualité. Eminem a jamais parlé de ça en public, peut-être qu'un jour il le fera, même si c'est peu probable, mais pour l'instant, on connaît toujours pas la vérité. Bon là, c'est le moment de rentrer dans la dernière couche de l'iceberg. C'est aussi le moment de vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait, parce que là on va parler des mystères du rap tellement nichés que moi-même je ne pourrais pas vous donner énormément d'informations dessus. Si je devais associer un seul rappeur avec le mot mystère, ça serait avec MF Doom que je le mettrais. Ouais, c'est le mec qui a featé 2 fois avec un rappeur qu'on ne connaît pas dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour ceux qui le connaissent pas, MF Doom c'est un rappeur new-yorkais qui s'est lancé avec son frère Subrock dans un groupe appelé KMD au début des années 90. Ils ont pris quelques années à se faire remarquer et au moment où ça commence un peu à décoller pour eux et qu'une maison de disques décide de produire leur prochain album, le frère d'MF Doom décède dans un accident de voiture. Donc évidemment, la maison de disques rompt le contrat avec le groupe parce qu'ils pourront pas assurer l'album. MF Doom se retrouve à la rue, il a tout perdu. Lui-même se demande ce qu'il va faire de sa vie.
Et 6 ans plus tard, en 99, il revient rapper dans des open mic avec le masque de Doom. Tout le monde se rend compte que le gars est trop fort en fait. On sait pas trop ce qu'il a fait pendant 6 ans, tout ce qu'on sait c'est que le gars est revenu en solo, sous un alter ego, et qu'il a baisé le game. Plus tard, il marquera l'histoire du rap à tout jamais en sortant des albums comme Operation Doomsday et Mad Villainy, que vous devez écouter si vous ne l'avez pas encore fait parce que c'est vraiment une expérience de zinzin. Genre tu sens que le gars il a masterisé tout ce qu'on pouvait masteriser dans le rap. Le mec fait lui-même ses prods, tout est parfait en fait. Franchement c'est vraiment des chefs-d'œuvre. I got this girl and she wants me to duke her. I told her I'll come scoop her around 8, she said. So nasty that it's probably somewhat of a travesty having me. Then he told the people you can call me your majesty. Living off borrowed time, the clock tick faster. That'll be the hour they knock the slick blaster. Et encore là, je vous ai raconté son histoire en vite fait, mais il faut bien comprendre que le gars est une légende qui a toujours fait énormément de trucs innovants dans le rap. Et c'est pour ça que le 7 août 2017, il va annoncer un nouvel album, The Missing Notebook Rhymes. Alors déjà, très joli cover, hein, et d'ailleurs toutes les covers d'MF Doom, globalement, je les trouve beaucoup trop belles. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici, parce que The Missing Notebook Rhymes, c'est pas un album comme les autres. Déjà, il le fait en collaboration avec Adult Swim. Et pour le coup, c'est pas un artiste, c'est une chaîne de télé américaine qui diffuse principalement des cartoons destinés aux adultes du genre Rick et Morty. Et donc le projet, c'est que chaque semaine, pendant 15 semaines, une nouvelle chanson du projet soit publiée juste après un programme d'Adult Swim. Faut avouer que le concept est plutôt original, ça paraît cool. Et comme son nom l'indique, le projet est rempli de sons qui viennent d'être enregistrés par Doom parce qu'il aurait apparemment retrouvé des anciens carnets de lyrics à lui qui datent des années 2000 en gros. Les carnets de lyrics, c'est... J'ai oublié mon carnet de lyrics, tu vois, dans le train. J'ai couru, j'ai sauté dans le train alors qu'il était en train de rouler par la fenêtre du train. Et au début, ça va bien se passer. Les fans de Doom aiment plutôt bien le projet. Comme prévu, certains sons sonnent vraiment anciens et d'autres ont l'air d'avoir été un peu retravaillés, ce qui se comprend. Et en vrai, pour l'instant, il n'y a rien d'anormal. With the dude off chips, the mood switch, he chewed off strips of a brood witch. A wise owl, growl with a mean scowl, a stand-up dude, even when he seen foul, meanwhile. On est le 27 septembre et comme prévu, le 7ème son vient de sortir. Rien d'anormal, jusqu'à ça. Alors je me doute bien que vous comprenez pas cette image, les fans non plus n'ont pas compris au début, mais en fait c'est tout simplement la page internet sur laquelle on pouvait retrouver les sons de l'album postés chaque semaine qu'Adult Swim a remplacé par une petite histoire. Et à partir de là, la collaboration entre MF Doom et Adult Swim est terminée. Ils l'ont annoncé sans vraiment donner de raison officielle. Le directeur créatif d'Adult Swim dira plus tard qu'apparemment MF Doom n'avait pas payé certains producteurs et qu'il y avait eu des problèmes de samples. On n'aura jamais la suite du projet, encore aujourd'hui on n'a pas les 8 sons restants, mais le pire c'est même pas ça en vrai. Parce que ça paraît logique mais les fans de Doom qui se connectent chaque semaine sur la page pour écouter les nouveaux sons, ils l'ont lu, l'histoire qui a remplacé la page de l'album. Et pour résumer, c'est l'histoire d'un enfant qui meurt dans un accident de voiture, qui rappelle fortement l'histoire d'un jeune rappeur de 15 ans dont je vous ai parlé juste avant, Subrock, le frère d'MF Doom, décédé en 93 dans un tragique accident de la route. Ouais, c'est clairement bizarre tout ça. Mais attendez, est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule quand même? C'est exactement ce qu'avance ce mec sur Reddit qui pense que tout était un troll depuis le départ. Et en vrai, je suis un peu d'accord avec lui. Déjà, il y a cette histoire de carnet de lyrics retrouvé qui paraît un peu tiré par les cheveux, d'autant plus que je suis pas un spécialiste d'MF Doom, mais le gars de Reddit, lui, nous dit que les textes ne ressemblaient pas du tout à des textes d'MF Doom des années 2000. Et aussi, il y a le fait que certains fans avaient découvert quelques semaines avant dans le code source du site que le 7ème son devait s'appeler It's All a Lie feat. Jason Marco. Sauf que le 7ème son a été publié sous le nom de Notebook 6 et juste après, Adult Swim ont annoncé la fin de leur collaboration avec MF Doom. Donc ça nous laisse quand même penser que le titre du son posait problème et que ça a été jusqu'à mettre un terme au projet. Parce que le feat là, Jason Marco, il n'existe pas. Et ça serait une sorte de petite vanne en référence à Jason DiMarco, le vice-président d'Adult Swim. Donc en plus du fait que le dernier son s'appelle littéralement It's All a Lie, tout ça est un mensonge et que la page du site change en une histoire qui fait clairement penser à celle du frère de Doom, ça fait quand même beaucoup d'arguments qui laissent penser que tout ça n'était qu'un troll depuis le début. Sauf qu'en vrai, Adult Swim, ils ont une bonne réputation, ils ont un peu aucun intérêt à faire ça, et je suis désolé de vous décevoir, mais c'est la fin de cette histoire. On ne sait pas pourquoi ça a été annulé, on ne sait pas si c'était vraiment un troll ou pas, on ne sait pas plus en fait. Enfin non, en vrai, il y a quand même un dernier truc qui alimente encore plus le mystère, parce qu'on est quand même dans la dernière couche de l'iceberg. Et je suis désolé de vous avoir menti, mais 3 semaines après l'annonce de la fin de leur collaboration, il y a 8 sons de MF Doom qui apparaissent sur SoundCloud et qui semblent être les 8 sons manquants du Missing Notebook Rhymes. Et le pire, c'est que ces 8 sons sont publiés par Metal Face, le label de MF Doom lui-même. Alors on sait pas si c'est vraiment les 8 sons qui seraient sortis s'ils avaient continué leur collaboration, mais pour le coup là je vous ai vraiment dit tout ce qu'on sait sur ce projet, qui reste encore aujourd'hui un mystère irrésolu de l'histoire du rap.
NWA, Run DMC, Outkast, Bone Thugs and Harmony, encore les Migos, tout un tas de groupes de rap américains que vous connaissez probablement et qui ont changé cet art. Mais il y a un groupe en particulier qui est souvent mis de côté, qui était pas vraiment comme les autres, je veux bien évidemment parler du Wu-Tang Clan. Et c'est à New York en 92 que ces 9 gars-là décident de fonder le groupe. Bon, si vous connaissez pas les membres du groupe, je vais pas vous en vouloir parce que Wu-Tang c'est pas très mainstream en vrai. Ils ont jamais vraiment fait de hits qui les auraient fait péter dans le monde entier, juste ils rappent comme ça se faisait dans les années 90. But it was just a dream for the teen who was a fiend. Started smoking wools at 16. Started off on the island, AK Shallon, brothers wailing, gunshots thrown and phone dialing. Peanut butter, cause I'm not butter. In fact, I snap back like a rubber. Je vais pas revenir en détail sur leur carrière, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 9 gars-là ont influencé le rappeur préféré de ton rappeur préféré. Et cette expression est beaucoup trop employée, je ne la dirai plus en vidéo, voilà, c'est décidé. La particularité de Wu-Tang, c'est que pour éviter les problèmes de contrat et de disputes, tous les membres ont le droit de signer en solo sur différents labels tout en restant dans le groupe. Et si vous avez vu ma vidéo sur Easy, vous savez que c'est pas forcément une mauvaise idée. Quoi qu'il en soit, ils sortent leur premier album en 1993, Enter the Wu-Tang Clan. Alors c'est un très bon album de rap, ça je peux pas le nier. Le son est bien crade et dégueulasse, tu trouves ça nulle part ailleurs, ça sample des films de kung-fu et même les rappeurs, il y en a aucun qui a la même façon de poser. Objectivement, c'est bien. Mais personnellement, ça m'a pas touché de ouf. Je pense que si j'avais écouté ça à New York dans les années 90, j'aurais été choqué, mais actuellement, en 2025, c'est peut-être un peu plus compliqué de découvrir des projets comme ça. Enfin bref, c'est cet album qui a posé les bases du Wu-Tang. Ça a fait pas mal de bruit en vrai, et grâce à ça, chaque membre va pouvoir partir en solo et lâcher des classiques. Method Man sera un des premiers à percer, suivi de Ghostface Killah ou encore de GZA et RZA. En gros, vers la fin des années 2000, ces mecs-là, ils étaient tous à leur prime. Mais malheureusement, ça n'a pas duré éternellement. En 2004, Old Dirty Bastard, qui est l'un des fondateurs du groupe avec GZA et RZA, décède tragiquement d'une overdose accidentelle de drogue avec un mélange de cocaïne et de tramadol. Le monde du rap est en deuil. Et à partir de là, c'est plus pareil pour Wu-Tang. OGB, c'était un des membres les plus importants du groupe parce que c'est aussi l'un des membres les plus controversés. C'est un peu un fou, il a fait plein de dingueries dans sa vie qui ont toujours ramené du buzz à Wu-Tang. Mais maintenant, tout ça c'est terminé. OGB est décédé, c'est comme si le cœur du Wu-Tang avait arrêté de battre. Le déclin du Wu-Tang commence, il perd du buzz, il commence à y avoir des embrouilles dans le collectif, mais il continue quand même à faire des albums. En 2007, ils sortent 8 Diagrams, puis en 2014, ils sortent Better Tomorrow, des albums pas dingues, voire gaze en fait, qui sont un peu là pour surfer sur le buzz qu'ils avaient avant. Wu-Tang, c'est plus vraiment ce que c'était, voire plus du tout. Et il y a aussi la vieillesse, ça paraît pas, mais c'est extrêmement compliqué de se renouveler en tant que rappeur, et c'est encore plus compliqué quand t'as créé ton propre style de rap et qu'il y a tout un collectif qui doit s'adapter. Dans les années 2000, la nouvelle génération commence à arriver, il y a des 50 Cent, Kanye West, Lil Wayne, et donc le style de Wu-Tang, c'est complètement dépassé en fait. Jusqu'à ce qu'ils décident de faire un truc de dingue qui va littéralement changer leur carrière. On est en 2004 et RZA est en voyage en Égypte. Et là-bas, il se rend compte de ce qui donne véritablement de la valeur à une œuvre d'art, la rareté. Si la Joconde est estimée à plus d'1 milliard d'euros, c'est bien parce qu'il y en a qu'une. Bah ouais, ça paraît un peu logique. Si Léonard de Vinci en avait peint plusieurs, s'acheter une Joconde pour la mettre dans son salon, ça serait beaucoup moins cher et ça aurait beaucoup moins de valeur aux yeux des gens. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça dans la musique? Et le Wu-Tang Clan, évidemment, ils l'ont fait. Ouais, on parle bien d'un album qui ne serait disponible qu'en un seul et unique exemplaire. C'est littéralement l'inverse de ce que développe la musique depuis des années. On est en 2004, c'est l'arrivée des CD. On comprend vite qu'il faut vendre le plus possible, que tout le monde écoute notre musique pour faire plein de thunes et devenir connu. Mais le Wu-Tang, eux, ils ont pas vraiment besoin de ça en fait. Les mecs sont déjà beaucoup trop connus, ils ont une histoire de fou, une fanbase de fou qui est clairement prête à les suivre. Donc la question, c'est pas de savoir si ça va marcher. C'est sûr que ça va marcher. Non, la question, c'est de savoir comment tu fais cet album. On parle pas d'un projet normal là. Tu peux pas le bâcler, c'est impossible. Et donc, 6 ans. Ça leur a pris 6 ans de faire ce projet, ils l'ont terminé en 2013. Tous les membres encore en vie du groupe y ont participé. Et en 2015, 11 ans après avoir eu l'idée, l'album était enfin fini et il était temps de dire au revoir à leur œuvre d'art. Ils ont fait une jolie boîte en argent ornée de pierres précieuses et scellée avec le mythique logo du Wu-Tang Clan dessus. Et le groupe a aussi obligé une clause qui indique que l'album ne doit pas être révélé au public avant le 8 octobre 2103 pour garder un peu la rareté de l'œuvre. Donc avec tout ça, une vente aux enchères va être organisée et c'est à partir de là que tout va partir en couille. Parce que l'album va être vendu pour 2 millions de dollars à un certain Martin Shkreli, qui pour l'anecdote est un ancien streamer League of Legends qui rêve de monter sa propre équipe d'e-sport. Et Shkreli, ce rêve il va pas le lâcher, puisqu'après avoir arrêté sa carrière de streamer, ça va devenir un entrepreneur à succès dans un business pharmaceutique. En vrai, je devrais plutôt dire une sombre merde à succès, parce que le business de Shkreli, c'est littéralement de racheter des entreprises qui ont le monopole sur la fabrication d'un certain traitement et d'augmenter progressivement les prix du médicament pour que les gens qui ont besoin de ce médicament
gens, ils aient pas le choix de l'acheter quand même, puisqu'il n'y a pas d'alternative sur le marché. Ouais, c'est clairement très peu éthique, et ça va dépasser les bornes en 2015, l'année où il va racheter une entreprise qui fabrique un médicament qui est littéralement vital pour les personnes atteintes du sida, le Daraprim. Et Shkreli, il va faire passer le prix de la boîte de 13,5 $ à 750 $. Ouais, c'est pas une blague, puisque de toute façon, les gens qui en ont besoin vont quand même l'acheter parce qu'il n'y a pas d'autre alternative sur le marché. Ouais, c'est comme ça que pensait Shkreli à ce moment-là. Alors je vous l'ai dit, le gars est une sombre merde et encore je vous ai pas parlé de la pyramide de Ponzi qu'il a mis en place pour lever des fonds et des multiples détournements d'argent qu'il a fait, entre autres. Donc bien évidemment, Shkreli va être condamné à 7 ans de prison et 7,4 millions $ d'amende et tout ça, ça va entraîner la confiscation de plusieurs biens, dont l'album Once Upon a Time in Shaolin. Et donc l'album va se retrouver aux mains du gouvernement américain, ce qui va bien évidemment énerver le Wu-Tang, dont RZA, qui dira en 2021 qu'il regrette d'avoir vendu l'album à Shkreli. Parce que ouais, en 2021, le gouvernement américain a revendu l'album aux enchères, sauf que cette fois, il est parti à 4 millions $, 2 fois plus que ce qu'il valait en 2015. Et devinez qui l'a racheté? Non, pas Shkreli, je vous assure, il est vraiment en prison pour beaucoup d'années. Non, l'entreprise qui a racheté l'album, c'est Pleasure DAO, un groupe de personnes qui mettent de l'argent en commun pour acheter des œuvres rares comme des NFT et des albums de rap. Ce qui veut dire que comme c'est un groupe de personnes qui partagent leur argent, ils possèdent chacun qu'une partie des objets qu'ils achètent. Donc l'album de Wu-Tang n'appartient plus à un seul humain, mais à un groupe d'humains. Alors je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais force est de constater que depuis 2021, l'album se porte plutôt bien. Vous pouvez même actuellement aller le visiter. En 2024, ils l'ont exposé dans un musée d'art privé à New York. Sauf que du coup, le problème quand c'est un groupe de fans de NFT qui possèdent l'album, c'est qu'ils s'en battent probablement les couilles du rap. Et aussi qu'ils aiment beaucoup la technologie NFT. Et donc le mystère autour de cet album qui réside surtout autour du fait qu'on n'était pas censé savoir ce qu'il contient avant 2103, a été en partie brisé. Pleasure DAO a autorisé certaines écoutes publiques au musée où il a été exposé en 2024 et en plus de ça, ils ont créé un NFT qui permet aux fans d'acheter un extrait de 5 minutes de l'album pour 1 $. Chaque achat de ce NFT recule la date de sortie originale prévue pour le 8 octobre 2103 de 88 secondes. Donc ouais, ça nique complètement le mystère autour de l'album et de ce qu'il contient. Bon, avec du recul, je fais un peu passer Pleasure DAO pour les méchants de l'histoire, alors que ça reste Shkreli, le plus gros bâtard de cette histoire, qui avait organisé des écoutes illégalement sans même prévenir Wu-Tang, alors que Pleasure DAO, en vrai, ils essaient juste de rendre l'album un peu plus accessible. Mais il fallait que je vous en parle de cette histoire, parce que malgré les leaks et les écoutes publiques, on n'a toujours pas l'album complet. Peut-être que certains d'entre vous pourront l'écouter d'ici 78 ans, si la date ne recule pas trop à cause du NFT à 1 $. Ok, là on va parler d'un mystère très peu connu du grand public. Tellement peu connu que j'ai galéré à trouver des informations dessus. Donc il y a une rumeur qui circule principalement sur TikTok et sur Reddit, selon laquelle le téléphone d'un enfant disparu aurait un jour été retrouvé aux États-Unis. Et le seul fichier présent sur ce téléphone, c'était rap.mp3. C'est une chanson de rap dans laquelle on pourrait retrouver des messages subliminaux, des codes secrets, et apparemment si vous l'écoutez trop souvent, il y aurait des fréquences sonores qui pourraient vous hanter et vous mener au suicide. Certains internautes avancent même que rap.mp3 serait lié à des actes violents, notamment un meurtre qui aurait été commis pendant la production du morceau. Je vais mettre un extrait du son dans quelques instants. Si vous y croyez, je vous mets un timecode à l'écran pour éviter d'entendre cette atrocité, la chanson soi-disant hantée. Crackle pop, you got drop with the 9 Glock. Niggas, you better be watching your back when you fucking with a psycho jock. Ouais, c'est clairement désagréable. Et ça m'a mis particulièrement mal à l'aise pendant que j'écrivais cette vidéo tout seul dans ma chambre à 2h du matin. Maintenant, faut quand même relativiser. Certains internautes pensent que ça pourrait être un son de Memphis Rap Underground, un sous-genre de rap des années 90 souvent lié à des thématiques sombres, sataniques et violentes. Et surtout, il n'y a aucune preuve que ça soit vrai. Ça pourrait très bien juste être un mec qui a un jour fait un son creepy sans forcément faire exprès, ou alors pour faire peur aux gens un peu en mode creepypasta. Et le soi-disant téléphone retrouvé, ce serait juste un prétexte pour un peu introduire le morceau. Quoi qu'il en soit, on n'en sait rien, mais maintenant, vous êtes au courant de cette histoire du rap qui reste quand même très mystérieuse.
Let's go. La vidéo, il a sorti une vidéo enfin après 6 ans d'inactivité. En vrai les gars, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous d'être restés jusque là. Si t'es resté jusque là, ça veut dire que t'es un ultra, donc commente un emoji casquette bleue, parce que tout le long de la vidéo j'avais une casquette bleue. Comme ça entre ultra, tu vois, on se reconnaît dans l'espace commentaire. Aussi les gars, allez vous abonner à ma chaîne secondaire. Voilà, j'ai ouvert une chaîne secondaire qui s'appelle Dynasty Par Rap, sur laquelle je ferai des vlogs, etc. Tout type de contenu en fait, et sur laquelle je vais mettre beaucoup plus de contenu que sur cette chaîne là en fait, parce que c'est du contenu un peu moins, tu vois, monté, etc., qui demande un peu moins de recherche, donc je bombarde un peu plus, et comme ça je vous régale. Donc cette chaîne les gars, allez vous abonner, elle est en description. Les gars, pourquoi j'ai pris 8 mois à sortir la vidéo? Pour les ultras, si vous voulez savoir, j'étais à l'école, tu vois, je passais le bac, et donc bah je pouvais pas trop en fait faire des vidéos. Je me suis rendu compte que j'avais du mal à lier les études plus les vidéos. J'arrivais pas en fait, j'arrivais pas, ça me prenait trop d'énergie mentale d'aller au lycée et d'étudier, et en rentrant refaire des vidéos, je pouvais pas en fait, c'était vraiment un truc que je pouvais pas faire. C'est pour ça que j'ai pris la décision de quitter l'école. J'ai quitté l'école. Très bon son de la section d'assaut. Mais du coup maintenant je suis officiellement déscolarisé pour faire des vidéos sur YouTube. Maintenant les gars, ça va bombarder les vidéos, c'est à dire qu'il y aura plus de 8 mois d'attente entre chaque vidéo. Et puis moi les gars, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Merci encore d'être resté jusque là. Gros cœur sur vous les gars, gros cœur sur vous les ultras qui vont sur la chaîne secondaire s'abonner. Et puis n'oubliez pas de commenter un petit emoji casquette bleue. Le mec il force vraiment sur les CTA, il veut pas s'arrêter. Et puis moi les gars, je vous dis bisous. Thank you.